à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Front-End Chronicles, épisode 17. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Bonjour à toi Benjamin, ça va super. Aujourd'hui, épisode de l'été, on va faire un épisode un peu plus léger. On va parler un peu de compilateur, d'interpréteur et de linter. Exactement, et globalement peut-être aussi de quelques bonnes pratiques au sein de vos équipes de dev. Et on va attaquer tout de suite notre périple pour ce podcast par se poser la question en fait, déjà c'est quoi un linter ? Parce que c'est vrai que vous avez toutes et tous entendu le mot lint ou linter, et peut-être, je l'espère, utiliser au moins un dans votre vie de développeur-développeuse, mais surtout d'où ça vient ? Pourquoi on parle de linter, Denis ? Est-ce que tu as une idée toi ? Alors, d'où ça vient précisément, je ne suis pas forcément hyper calé, mais par contre, c'est en fait un mécanisme d'analyse statique du code. Analyse statique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, on lit le code tel qu'il est, et on est capable d'analyser ce code-là et en ressortir des métriques, ou alors juste des indications, de l'analyse de type, par exemple, de l'analyse de syntaxe, est-ce qu'on reconnaît bien les mots-clés ? Et du coup, c'est du statique, donc ça veut dire qu'on ne lance pas le programme, et donc c'est quelque chose qu'on a directement sur notre code source. Effectivement, c'est un petit programme finalement qui va venir lire notre code source, et comme tu l'as dit, il va construire une sorte de plan de route, en fait, de savoir si des bonnes pratiques, des erreurs éventuelles, il les a détectées, alors soit des erreurs simples, comme tu l'as dit, erreurs de syntaxe, point virgule, des mots-clés qui sont mal écrits, ou bien peut-être, quand il est un peu plus intelligent, il va venir essayer de reconnaître des patterns, des problèmes de style, ou peut-être aussi quelques vulnérabilités de sécurité dans certains langages. Pour l'anecdote, lint vient du mot anglais tooth hirsute. Vous ferez ce que vous voudrez de cette définition. Et en fait, le premier linter, alors on n'a pas une année exacte, mais on a plus une période. C'est vraiment au début de la programmation dans les années 70, où on a commencé à avoir des langages de programmation comme le C et le Pascal, où justement, on va parler de compilateur tout à l'heure, mais le compilateur ne va pas suffire pour détecter les premiers problèmes de code, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Denis. Les premiers linters, ils étaient très très simples, ils regardaient juste la syntaxe du code, mais au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus sophistiqués, offrant des fonctionnalités comme la détection de bugs, la vérification de la conformité aux normes de codage, ou bien la suggestion d'amélioration de code. C'est un petit peu ce que vous avez déjà aussi aujourd'hui dans des IDE récents. C'est pas forcément votre programme de linter qui va vous optimiser votre ligne, mais on peut avoir des recommandations. Tiens, tu peux extraire telle fonction de la classe pour pouvoir le réutiliser ailleurs. C'est aussi l'évolution des linters qui a permis de faire ces analyses de code-là. Aujourd'hui, on en a une palanquée dans de nombreux langages. En JavaScript, on a le plus connu aujourd'hui qui est ESLint, mais on va en avoir aussi dans tous les autres langages, tels que Python, Ruby ou bien d'autres, comme Rust. Je sais que Denis, toi, tu as un petit peu codé en Rust. Ouais, bien sûr. En fait, Rust, pour ceux qui connaissent vraiment bien, soyez indulgents parce que je fais pas beaucoup de Rust. Donc, tout ce que je vais évoquer là, c'est plutôt d'un point de vue débutant, mais j'essaye de m'intéresser aussi à la philosophie Rust. Grosso modo, Rust, c'est un langage plutôt bas niveau, donc ça va plutôt se rapprocher du C en termes voire C++, en termes de gestion en fait, des ressources et tout ça. Mais c'est un langage aussi qui profite de paradigmes un peu plus récents, et donc du coup, on va avoir des syntaxes arrangeantes, entre guillemets, des syntaxes qui sont là dans les langages haut niveau, mais qu'on va pouvoir utiliser aussi dans la partie bas niveau. Et Rust, on le connaît aussi pour être très très exigeant en termes de lint et de compilateur. Et donc du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir un peu comment ça se passe aujourd'hui, parce que Rust, c'est un langage qui est très très récent. Et en fait, le linter, il est fourni avec le compilateur, ou presque. En fait, quand on installe la stack Rust, en fait, on a de base un linter. Et au final, on a peu ou pas besoin de linter externe. Donc comme en JS par exemple, on aurait ESLint. Donc tu veux dire que le linter, il est quasiment au niveau du compilateur en Rust, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors je veux pas forcément m'avancer parce que je suis pas très très calé sur Rust. Et donc oui, quand on installe la stack de base de Rust, voilà, on suit la documentation, et en fait on a le compilateur qui nous est fourni, et on a aussi le linter qui fait de l'analyse statique de code qui vient avec, et voilà.
Alors du coup, là, on parle de compilateur et plus de linter. Je pense que Denis, toi, tu connais bien un langage qui n'est pas compilé, mais qui est plutôt interprété. Oui, il y en a plusieurs, mais on peut parler de JavaScript déjà. L'un des plus connus. Voilà, l'un des plus connus. D'une certaine manière, on a aussi Java. Je ne rentre pas dans le débat bytecode, native code, etc. Mais une partie d'interprétation dans le process. Pareil pour du PHP, c'est du langage interprété. De toute façon, tout ce qui est langage de script, en fait, de scripting, donc PHP, JavaScript, Shell, etc. Python. Ouais. Ça va être des langages qui sont par définition interprétés. Et donc, c'est quoi la différence entre interprété et compilé ? En fait, la différence, ça va être vraiment sur quel code est exécuté et de quelle manière. Quand c'est compilé, c'est transformé en code machine. Et donc, du coup, il faut définir une cible en termes de processeur, d'architecture, etc. afin que la machine qui va l'exécuter va pouvoir le comprendre et l'exécuter comme il faut. Ça peut être plus performant et plus adapté pour la machine cible, mais par contre, c'est plus restreint en termes de périphériques concernés. C'est-à-dire que voilà, si je compile quelque chose pour un petit élément d'IoT, voilà, en fait, ça sera peut-être pas compatible pour mon PC de tous les jours, quoi. On compile du coup au plus bas niveau finalement, donc on gagne en perf, je suppose. En fait, ouais, on peut résumer ça comme ça. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on peut faire le raccourci qu'un langage compilé va se rapprocher de l'équipement sur lequel il va être exécuté et donc peut faire des optimisations un peu plus poussées que sur un langage interprété. D'accord, tu veux dire que du coup, l'une des principales différences entre un langage compilé et un langage interprété, le compilé, donc si je résume bien, il va produire au plus près de ta machine quelque chose qui va pouvoir être exécuté de façon plus fiable au final. Ouais, c'est ça. Parce que derrière tout ce que tu tapes, il y aura justement une phase de traduction en code machine directement exécutable, alors qu'en interpréteur, on va avoir un intermédiaire qui nous lit notre code et qui va essayer de retraduire des instructions pour la machine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une mini machine virtuelle en fait qui fait. Par exemple, si vous avez un back JavaScript, vous connaissez sûrement Node.js. Node.js, c'est un interpréteur de JavaScript. Du coup, transforme du code JavaScript en un programme exécutable. Avec la compilation, on comprend qu'il y a une phase de transformation entre notre code et le code qui va être exécuté par la machine. Et on comprend facilement que cette opération va prendre du temps et que finalement, on verra les erreurs qu'à la fin de cette opération. Ouais, en quelque sorte, c'est ça. Et puis, du coup, c'est ça qui donne lieu aussi au linter. Nous, aujourd'hui, on travaille sur la partie front-end, on travaille beaucoup avec des langages interprétés. La compilation, en fait, on n'en a pas. On peut avoir des étapes qui sont un peu longues de packaging, mais en vrai, ça va. Mais il faut voir aussi que dans le passé, compiler des applications, ça pouvait être vraiment costaud en termes de temps et en termes de ressources machines. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un peu cet adage de là, je peux pas travailler, je suis en train de compiler, quoi. Okay. Avec la petite blague qu'on voyait, c'est le boss qui vient demander au dev qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes en train de jouer, grosso modo. Okay. On est en train de compiler. Bon, continuez, quoi. Oui, on imagine bien qu'avec des gros projets en C, par exemple avec les machines qu'on faisait dans les années 80, c'est vraiment dommage de lancer une compilation qui va planter à la ligne 44 parce qu'il te manque en fait un point-virgule. Et justement, avec ces enseignements du passé, qu'est-ce que vont finalement apporter les linters aujourd'hui ? Les linters, ils sont capables de voir des erreurs qu'on pourrait voir à la compilation et de les voir en amont, mais aussi des erreurs qui ne se voient pas à la compilation, mais qui se voient à l'exécution. Et du coup, côté interpréteur, là, on a plus du code qui est lu ligne par ligne, instruction par instruction. Et typiquement, on va voir les erreurs plus vite arriver que lors d'une compilation. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un linter ou pas dans le cas d'un code interprété ? Pour moi, oui, parce que si on peut faire mieux et bénéficier en avance de phase, pendant la phase de code, des corrections, des choses comme ça, c'est toujours mieux vu, je pense. On a un petit côté lazy sur l'exécution du code. Parce que quand tu as du code compilé, tu compiles tout ton projet et après tu l'exécutes, et même si tu n'exécutes qu'un bout. Tandis que quand tu es sur des langages interprétés, tu vas lire que la partie que tu vas exécuter, en fait. Et donc du coup, en fait, tant que tu n'exécutes pas le bout de code, tu sais pas qu'il marche. Bien sûr.
ou qui marchent pas. Donc en fait, il te faut forcément des linters. Bah, après, selon moi. Non, mais après, moi, je suis complètement d'accord. Ils vont venir résoudre des problèmes en avance de phase, que ce soit en compilation ou bien en interprétant le code. Comme tu l'as dit en intro, c'est une analyse statique. C'est-à-dire que ça analyse ton code à l'instant T quand tu tapes. Ça va potentiellement te prémunir sur des éventuelles erreurs futures. Donc on gagne quand même du temps finalement. Et du coup, moi, j'aimerais bien enchaîner là sur un truc qui est quand même particulier au linter. Là, on a parlé pas mal de vraiment de l'aspect technique, c'est-à-dire il y a des compilateurs, il y a des interpréteurs, il y a des linters. L'aspect lint est en fait quasiment obligatoire, quel que soit le type de langage. Bon, je pense qu'on le voit, on le sent, qu'on en a besoin. Je trouve que toutes les règles de lint ne sont pas égales. Il y a des règles qui sont vraiment purement pour éviter de faire des erreurs. Voilà, le lint sur la syntaxe, le typage, etc. Mais moi, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu des deux niveaux de lint, parce que moi, je vois qu'il y a un niveau qui est obligatoire, et après, il y a un autre niveau qui est plus convention. Par exemple, si on a des règles de lint qui vont dire préférer l'immutable, ou alors éviter la récursion. Ah, tu vois, ça, pour moi, c'est un niveau de lint qui est différent, et des fois, c'est difficile à dissocier suivant les programmes. Je sais pas ce que tu en penses. Si, complètement d'accord. Là, on va être vraiment au niveau école de pensée, guidelines du projet. Donc forcément, c'est soit un archi, soit un lead, soit plusieurs personnes expérimentées quand ils ont bootstrappé le projet, ont défini ces règles-là parce que, selon eux, c'était bon. Et souvent, ce qui est dommage, moi je l'ai vécu dans ma vie de dev, c'est que tu es toujours en train d'apprendre, peu importe ton expérience, et quand tu arrives et que tu es catapulté sur un projet, on est toujours en train d'apprendre, ok, quelles sont les bonnes pratiques sur ce projet-là, comment le code il est fait, comment ça tourne, comment les relectures sont faites, et on arrive à regarder les guidelines du projet, et souvent dans les guidelines du projet, on va avoir les règles du linter, et ça peut être vraiment perturbant quand tu es habitué à coder d'une certaine façon. Là, tu viens de me dire, empêcher la récursivité. Bon, même si j'en fais pas tous les jours, j'aimerais bien que ce choix, par contre, soit justifié. Et des fois, c'est pas le cas. Donc du coup, tu te retrouves avec des règles que tu as été prendre. Là, si on prend l'exemple de SLint, il y a une palanquée de règles de SLint. Comme tu l'as dit également, des règles qui sont obligatoires, où on est tous d'accord, toutes et tous d'accord sur, effectivement, c'est une mauvaise pratique de faire comme ça, ou on bannit ce mot-là, ou ainsi de suite. Et puis tu vas avoir des règles qui sont facultatives, qui sont de l'ordre de l'école de pensée. Moi, je pense que tout choix justifié doit pouvoir être discuté et connu de tous. Il faut avoir une justification sur pourquoi on fait quelque chose. C'est pas parce que c'est marqué sur Internet qu'on doit le faire, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, j'ai pris le cas de la récursion. Pour l'anecdote, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'avais vu passer qu'au niveau de la NASA, ils interdisent l'utilisation de récursion dans tous les programmes qui vont être envoyés sur des machines qui vont dans l'espace, quoi. Parce qu'ils savent que, grosso modo, d'après leur expérience, les récursions amènent trop de sources de problèmes par rapport à ce que ça permet de résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu le traites avec une récursion, tu pourrais aussi le traiter avec une boucle ou avec d'autres mécaniques en fait de calcul. Et du coup, les récursions, ils font ça. Ils évitent de faire des récursions. Et de la même manière, quand ils font des boucles, ils s'assurent d'avoir tout le temps une condition de sortie avec une deuxième condition de sortie sur des boucles. Genre typiquement, si tu as une liste chaînée d'éléments, et en fait, on va essayer de sortir de la boucle une fois qu'il n'y a plus d'éléments dans la liste, mais on va aussi mettre une borne supérieure et de se dire, cette liste-là, on sait qu'elle ne devrait pas dépasser 200 éléments, parce que c'est une liste chaînée avec d'habitude 15-20 éléments grand max, et du coup, en fait, si on itère plus de 200 fois dessus, on sort. Donc toutes les boucles while, elles ont leurs conditions habituelles de quand est-ce qu'on itère, et ils ont aussi un autre flag avec une valeur qu'ils incrémentent et qui, du coup, il ne faut pas que ça dépasse le flag. Donc en fait, ils mettent un guard de plus que la condition habituelle. Ah, ok. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de savoir que c'est justifiable et justifié. C'est les deux. Et du coup, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et comme tu le disais, dans les projets, des fois, ça manque. Comme on l'évoquait, il y a des choses qui sont obligatoires, le système de type, la syntaxe, etc., c'est normal. Par contre, il y a une partie de choix, et dans les choix, je pense qu'il y a les choix qui sont, entre guillemets, obligatoires,
de par le contexte projet, et d'autres qui font plus partie de l'école de pensée. Est-ce que tu aurais un exemple à nous fournir d'un choix qui a été fait par école de pensée, par exemple? Je vais prendre en TypeScript. Est-ce qu'on fait un enum TypeScript ou est-ce qu'on fait un objet constant qui se rapproche plus de la représentation en JS? Ça, c'est deux choix qu'on peut faire. Et on peut choisir par convention d'utiliser l'un ou l'autre pour avoir une harmonie de la code base. Mais du coup, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être documenté pour aussi accueillir les nouveaux. Comme tu le disais, des fois, tu arrives dans des codes base. Puis on a aussi été junior à un moment. On a tous été junior au début. Et donc, quand tu vois un certain nombre de listes sans avoir de priorité dans la liste, lesquelles règles sont importantes, lesquelles le sont un peu moins, lesquelles sont obligatoires, lesquelles ne sont pas obligatoires, et lesquelles viennent de représentations subjectives et lesquelles sont plutôt objectives. Et c'est vrai que des fois, ça manque de documentation. Moi, je pense très souvent à la conf ESLint, où c'est un gros JSON, et dedans, on ne peut pas mettre de commentaires. Et autrement, en fait, on est obligé de la mettre dans un README ou tout ça, mais dans une démarche doc as code, en fait, moi, j'aimerais bien documenter directement sur la règle en mode, on l'a mis parce qu'on a tel besoin, quoi. Et là, j'allais te dire justement, c'est pas grave, tu as dû sans doute avoir un wiki sur ton projet. Sauf que tu viens de me dire doc as code, et là, je te rejoins. Il faut que tout commentaire, toute justification, toute documentation soit au plus près du code. Déjà, c'est compliqué de tenir une doc et de la tenir en plus à jour. Mais alors, si en plus tu dis à des devs que t'as un wiki, t'as un Notion, et puis derrière, tu dois aussi mettre du commentaire sur ton code, t'es sûr qu'il n'y a rien qui est bien fait. Et du coup, comme on parlait un peu des pratiques, comment on peut avoir les mêmes pratiques ensemble, il y a un mouvement que je trouve assez intéressant aussi au niveau des linters, pour résoudre la problématique de l'IDE. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises toi comme IDE, Benjamin. Moi, j'utilise beaucoup Visual Studio Code. Ouais. J'ai aussi des collègues qui vont utiliser WebStorm. Toi aussi, je pense, non ? Ouais, en fait, moi je suis très très fan de VS Code, ça fait de nombreuses années que je l'utilise, mais malheureusement sur mon projet, moi je bosse sur Windows parce que en fait on doit avoir un bac en .NET et c'est du .NET qui peut pas tourner encore sur une machine Unix. VS Code est full buggé quand j'ouvre le projet, il met un temps pas possible à faire son IntelliSense et tout. Donc, malgré tout, j'ai commencé à ouvrir IntelliJ avec WebStorm. Il y a des fonctionnalités qui sont quand même pas trop mal, donc voilà, je jongle entre les deux. En perso, VS Code, et puis de façon pro, plus WebStorm aujourd'hui. Ouais, ok. Et du coup, un truc qui émerge aujourd'hui et qui permet d'avoir les stratégies de linter et compagnie à peu près partout, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir le lint d'embarquer dans l'IDE, et donc du coup, chaque IDE pourrait avoir son opinion. Moi, je me souviens, il y a un petit moment déjà, mais les configurations Eclipse qui n'étaient pas d'accord avec les configurations IntelliJ. Ah oui. C'était très casse-pied. Effectivement, ouais. C'était très, très casse-pied sur l'encodage, sur le formatage des fichiers. C'est Eclipse, en fait. Le lintage des fichiers et tout ça. Et c'est là où tu vas nous parler des serveurs de langage. Où, c'est des langues serveurs. Oui. La traduction est approximative. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est des technologies où en fait c'est des démons en fait, donc des process qui tournent, qui vont faire de l'analyse statique et qui après exposent les résultats de ces analyses statiques. Ok. Et après, l'IDE, lui, peut se brancher sur le démon pour collecter les informations et tout ça. Donc au sein d'une équipe de dev, on peut très bien avoir un IDE, chacun et chacune différent, et être branché quand même sur les mêmes règles de l'int. Donc je trouve ça plutôt super cool. Faisant quotidiennement de l'Angular et du TypeScript, j'ai une question qui me vient. Est-ce que TS Server et Angular Langage Service sont des serveurs de langage ? Alors, je suis pas forcément sûr de la réponse, mais pour moi, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est une analyse syntaxique en mode serveur. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai des collègues qui travaillent avec du Vim, quoi. Ils ont un Vim un peu boosté aux hormones, mais sur lesquels ils branchent justement ces langues serveurs-là. Et donc, ils ont un Vim, mais ils ont toutes les informations que nous, on a, soit dans VS Code, soit dans IntelliJ, soit dans
dans des IDE qui paraissent un peu plus mastoc. Et c'est la fin de cet épisode qui était autour d'une discussion plutôt légère sur les linters, les bonnes pratiques et un peu la compilation. Et merci Denis, c'était très enrichissant. Et bah oui, c'était un super échange. Alors on a peut-être enfoncé quelques portes ouvertes, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément appris grand-chose, mais ça nous donne aussi l'occasion de se rappeler un peu comment sont construits les logiciels avec lesquels on interagit, et puis voilà, les basiques, quoi, les fondamentaux. Et voilà, c'est toujours bien de se rappeler que JS, c'est un langage interprété qui fait un peu ce qu'il peut avec toute son histoire, et que donc du coup, par exemple, que le monde du front-end serait peut-être totalement différent si le langage qu'on avait n'était pas du tout JS, mais par exemple Go ou Rust. Quoi. Exactement, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus trop de TypeScript. Comment il se passe par rapport à JavaScript au niveau de est-ce que c'est interprété ou compilé ? La réponse, c'est que c'est transpilé, c'est-à-dire qu'on compile dans une base de langage. Il faut savoir que TypeScript, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, quand vous faites du TypeScript, en fait, vous faites du JavaScript. Quand on compile en TypeScript, en fait, on crée du JavaScript pour du JavaScript. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on transpile. D'ailleurs, dans un futur épisode, on reviendra sur le placement de JavaScript par rapport au TypeScript en entreprise. On se retrouve pour le prochain épisode un tout petit peu avant la rentrée, aux alentours de mi-août, sur un sujet connexe, l'épopée de ESLint, et pourquoi ESLint aujourd'hui et pas un autre. Ce qu'il y a eu avant, et pourquoi aujourd'hui la plupart des projets utilisent ESLint, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Mais ça, c'est après les vacances d'été. Donc profitez de vos vacances si vous en avez. Sinon, n'hésitez pas à réécouter l'ensemble des podcasts Front-End Chronicles, ils sont vraiment incroyables. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de streaming. Je vais éviter de les répéter parce que si vous nous écoutez, c'est que vous avez trouvé une plateforme de streaming. Et sur ce, Denis, je te dis à la prochaine. Salut ! Salut !